Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes très très contents de vous retrouver pour ce nouveau direct. Donc ce soir, nous sommes avec Gilbert Lavarrière. Bonsoir Gilbert. Bonsoir, bonsoir Gwénoline, bonsoir à tous les auditrices et tous les auditeurs. Voilà, donc on est hyper contents comme d'habitude de vous retrouver. Gilbert est déjà passé plusieurs fois. Et là, ça va être génial. En plus, le titre est très drôle. Ça s'appelle La géométrie sacrée, sacrée. Donc, est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que c'est très appétissant comme Ah, oui, c'est un peu le but de la conférence. titre. Oui, la géométrie sacrée. Euh, on va dire qu'au départ, comment était l'univers, comment était la création, c'était un magma d'énergie, on ne sait pas trop ce que c'était. Et puis un jour, si on reprend le premier chapitre de la Bible où Dieu dit que la terre soit, et puis il crée la terre. Donc d'un champ d'énergie, moi j'appelle ça l'océan d'amour créateur, qui en fait est Dieu, pour que ça devienne de la matière, que ça devienne des atomes, des molécules, des cellules, notre corps, nos meubles, nos maisons, nos voitures. En fait, il faut bien que cette énergie primordiale s'organise. Et en fait, c'est la géométrie qui va l'organiser. C'est pour ça que la géométrie sacrée, elle crée. C'est elle qui va mettre en place l'énergie de la vie, c'est elle qui va mettre en place l'énergie de la matière pour que tout le système dans lequel nous vivons puisse exister. Donc c'est ça le point de départ. On passe de l'informel au formel. On passe de l'énergie dite du vide, qui n'est pas vraiment vide. Nassim Haramein nous dirait que le vide, il est plein, même si la matière, c'est 99,9999% de vide. Donc, la géométrie va organiser l'énergie pour qu'elle devienne la matière. Quand j'étais dans les années lycée, quand on commence à apprendre la chimie, j'avais une question que j'avais posée à mon prof de chimie et puis sa réponse ne m'a pas satisfaite. Par exemple, on a l'atome de carbone qui a 6 électrons et puis on a l'atome d'azote qui en a 7. Donc il n'y a qu'un électron, un proton, un neutron d'écart entre les deux. Et pourtant, il y en a un qui est un solide, le carbone, qui peut même être le solide le plus dur puisque c'est le diamant. Et l'autre, c'est un gaz. Alors pourquoi, avec seulement une charge électrique de plus, on passe de l'état solide très dur à l'état gazeux? Et là, mon prof me dit, parce qu'il y a un proton, un neutron, un électron de plus. Je me suis dit, avec ça, on ne va pas bien loin. Et donc, je suis resté très longtemps avec cette question dans la tête, jusqu'au jour où j'ai lu un livre qui s'appelle Messager de l'aube, où il explique dedans que ce qui va donner les propriétés aux atomes, eh bien, c'est leur forme, c'est-à-dire leur géométrie. Si on rajoute un proton, un neutron et un électron de plus, on modifie la forme de l'atome et donc on modifie ses propriétés. Si, par exemple, on prend une boîte d'allumettes, on rajoute une allumette dedans, ça ne change pas grand-chose, ça pèse 2 grammes de plus, puis c'est tout. Maintenant, si on sort 3 allumettes et qu'on fait un triangle, on en sort 4, on fait un carré, on en sort 5, on fait un pentagone, etc., on va changer les propriétés des allumettes puisqu'elles vont former une forme géométrique. Et c'est cette forme-là, dans l'infiniment petit, au niveau des atomes, qui va donner les propriétés de chaque atome. Donc c'est la forme qui est fondamentale, c'est la géométrie. Alors bien sûr qu'on peut avoir toutes sortes de géométries, plus ou moins régulières, plus ou moins irrégulières, harmonieuses ou disharmonieuses. On va retrouver ça un petit peu partout, comme par exemple dans l'architecture. Entre l'architecture d'une cathédrale ou du Parthénon en Grèce, ou certains immeubles qui sont faits, certaines tours à la Défense,
qui sont faits avec des angles très vifs. Comme diraient les Chinois en Feng Shui, ça fait des flèches secrètes. Donc là, on est sur ce que j'appelle des hachoirs à énergie, on est dans des énergies déstructurantes. Quand on regarde les tableaux des grands peintres, quand on regarde certains tableaux modernes, on voit tout de suite s'il y a une harmonie ou pas une harmonie, et la géométrie est là à la base. Et c'est tellement à la base de tout qu'on n'y fait même pas attention. Tous les jours, on fait attention à la géométrie, à la forme. Si par exemple on va acheter un vêtement, si par exemple on va acheter une voiture, un meuble, on va faire attention à la forme. Donc ça fait partie de notre quotidien. Donc Et cette forme... Oui, excuse-moi Gilbert, tu as des images par rapport au tableau et tu vas les montrer un peu oui. plus tard, c'est ça? Bah non, je peux mettre tout de suite une forme par rapport au tableau. J'ai pas de Parce que tableau c'est divisé. intéressant, en même temps que tu parles, qu'on ait un visuel sur lequel s'appuyer, parce que toi, tu connais, mais nous, Là, là, vous avez l'image. super. Oui, parfait. Voilà. Donc là, on voit là où il y a mon pointeur rouge. Donc Oui, c'est un tableau de Léonard de Vinci où on voit la structure d'un dodécaèdre au niveau du plafond qui waouh. entoure, donc qui est la forme la plus parfaite qui existe, voilà, la plus harmonisante. Et puis on voit les spirales qui sont pilotées par le nombre d'or faire tout le tour du tableau, voilà, avec un croisement ici en haut. Donc c'est bâti sur le nombre d'or, les tenues vestimentaires sont mises dans le nombre d'or, enfin, toute la structure elle est faite d'une manière harmonieuse. Là, on va retrouver, pareil, des cercles, on va retrouver des lignes. La Joconde ici, je suppose que c'est un rectangle d'argent, ça doit être un double carré. Ici, on retrouve l'hexagramme qu'on appelle aussi le sceau de Salomon, qu'on va retrouver dans la structure géométrique du buste et du visage. Et donc, la main, elle n'arrive pas n'importe où par rapport au reste du tableau. Et en fait, tout est piloté par la géométrie. Et comment dire, de tableaux où, comment je fais pour sortir de là? C'est très, très intéressant ce que tu montres là. Voilà. Et en fait, on va trouver, alors je vais passer, je vais continuer avec la géométrie à 2 dimensions, la géométrie sacrée à 2 dimensions. Donc, bien sûr, on va avoir des formes de base, hein, des formes dites régulières. On a le cercle, bien sûr, on a le carré et on a les rectangles. Dans les rectangles, il y en a 2, 3 principaux. On a d'abord le rectangle d'or. Alors, si je trouve le dessin, là, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Le rectangle d'or, c'est... On prend un carré, à moins que je l'ai quelque part ailleurs. C'est les cristaux. Et sur la Joconde de tout à l'heure, c'est ce qu'il y avait? Non. Je voudrais montrer comment c'est construit, mais je ne le vois pas. Ah ben, on se met avec toi pour que tu trouves alors. Donc, je vais vous montrer. Non, je ne l'ai pas. Je pensais l'avoir. Donc, en fait, pour construire un carré, un rectangle d'or, on prend un carré. Et sur ce carré, on le divise en 2 verticalement. Et on prend la diagonale du rectangle, qui est en fait un double carré, et on l'abaisse. Et on va avoir une proportion entre la base du carré et puis la projection de l'arc de cercle, qui va nous donner l'autre partie du rectangle. Et on ferme, et on a un rectangle qui est au nombre d'or. Donc, je vais Alors, vous montrer lui, ici. il faut que tu nous le dessines parce que, ou tu fasses, Là, voilà, parce que, ici, voir si en l'approchant. Voilà. Donc, ici, j'ai voilà. une lampe. Donc, cette lampe, elle est faite sur ce principe-là. Ici, j'ai un double carré sur la hauteur et la largeur. Ma largeur fait 20 cm, la hauteur fait 40. Donc ici, ça me fait un double carré. Ici et puis là. Donc je prends la hauteur, la largeur ici. Ici, je fais un carré.
Et puis, je prends la diagonale du demi-carré et je vais arriver ici à mon rectangle d'or. Je ne sais pas si vous avez bien compris. D'accord, c'est mieux. Sinon, je vais vous montrer, peut-être là, ici. J'ai pris un livre, là, des anti-sèches. Donc, lui, il explique bien, parce que je ne savais pas ce que j'allais avoir au niveau vidéo. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ce rectangle-là. Ici. Voilà. Donc ici, nous avons un carré. On prend la diagonale du demi-carré et on l'abaisse. Et ici, on obtient un rectangle d'or. Voilà. Très bien. Ça, c'est le premier rectangle remarquable. En fait, le nombre d'or, c'est une proportion géométrique, un peu comme le nombre pi qui est 3,1416. Le nombre d'or, c'est 1,618, 1,618 qu'on va retrouver un petit peu partout. Je vais vous montrer. Là, j'ai des vidéos pour vous les montrer. Et donc, on a ce premier rectangle qui est intéressant, qui est un rectangle d'or. C'est-à-dire que le rapport entre la longueur du rectangle et sa largeur donne 1,618. Donc, par exemple, en architecture, si on construit sa maison, si on fait une maison qui fait 10 mètres de large, c'est bien qu'elle fasse 16 mètres 18 en longueur. Et là, on a un rectangle d'or et on vit dans une géométrie qui génère la vie. Excuse-moi, Gilbert, le petit truc pour parler, il se frotte contre ta fermeture. Ah, d'accord. Je me rapproche. Hein, le deuxième, dans la géométrie en 2 dimensions, une deuxième forme qui est très intéressante, c'est comme ma lampe ici, c'est le double carré qui fait ce qu'on appelle un rectangle d'argent. Et puis, il y a encore un autre rectangle qui est intéressant, qui est celui qui encadre l'intersection des cercles dans la fleur de vie. Voilà. Ah, pardon, je n'ai pas fait partager l'écran. Comment on fait là? Ah si, ça y est. C'est bon? Voilà. Donc là, ici, au niveau de la fleur de vie, on a aussi un rectangle qui prend toute l'intersection de 2 cercles. C'est aussi un rectangle intéressant. Voilà. Là, ici, sur cette photo-là, nous n'avons pas le nombre d'or explicite. Non. Comment on peut reconnaître vraiment les nombres d'or sur les formes parce qu'il y a tellement de formes, on a l'impression qu'elles sont toutes créées sur le nombre d'or. Non, il y a des... Comment... qu'est-ce que c'est? J'arrive pas. Hein? Ah voilà, ça y est, je suis revenu. Arrêtez le partage, voilà. Donc tu disais, comment on fait pour savoir si c'est au nombre d'or ou pas? Oui. Ah bah là, il n'y a pas beaucoup de choix. On prend une règle graduée, une calculette, et puis on divise la longueur par la largeur. Et si on trouve 1,618, on a le nombre d'or. Bon, après, quand on a l'habitude de l'utiliser, bon, bah, au coup d'œil, on voit à peu près. Donc, il y a le rectangle d'or, le rectangle d'argent, le rectangle de ce qu'on appelle la Vesica piscis sur la fleur de vie. On a, dans ce qu'on a vu, l'étoile à 6 branches, donc l'hexagramme. Donc, l'hexagramme, voilà, on l'a là. Ici, il faut que je fasse partager. Voilà. Donc là, ici, on a par exemple ce qu'on appelle le sceau de Salomon. Donc c'est un hexagramme, c'est une forme particulière très intéressante, puisqu'on est ici dans les formes planes
mais qui existe aussi en volume, on a le svastika, donc ce qu'on appelle aussi la croix gammée, tout simplement parce qu'en grec, cette partie-là du svastika, bon, je suis parti dans l'autre sens, bon, ça ne va pas. Non, c'est pas. Ah, voilà. Non. Ça y est, j'y suis. Voilà. Donc ici, le svastika, la partie, par exemple, que je décris avec la souris, en fait, en grec, c'est la lettre gamma majuscule. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelait la croix gammée. Ce symbole, on le retrouve partout sur la planète. C'est les nazis qui l'ont utilisé parce que c'est un symbole extrêmement puissant. Et malheureusement, ils ne l'ont pas utilisé à des bonnes fins. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette forme-là, elle est un petit peu grillée dans l'inconscient collectif, et ce qui est très dommage. Donc ça, c'est une forme à 2 dimensions, mais qui existe en fait en 3 dimensions dans le cube. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui? Elle procure quoi exactement comme sorte de puissance, par exemple, par rapport au sceau de Salomon, par rapport à la fleur de vie? Quelles sont les différences? Alors, les différences. Donc le sceau de Salomon, c'est une géométrie en 2 dimensions, mais moi j'ai un petit peu de mal avec la géométrie en 2 dimensions. J'aime bien travailler sur les 3 axes, donc avoir une géométrie en 3 dimensions. Et le sceau de Salomon, donc, est une géométrie à 2 dimensions. Qu'est-ce qu'il représente en 3 dimensions? Eh bien, en 3 dimensions, un triangle de base, si on élève une pointe, ça nous fait le tétraèdre dans les solides de Platon. Si on pose un octaèdre dans les solides de Platon sur une face, on va obtenir par projection dans le plan le sceau de Salomon. Et pareil pour l'icosaèdre. Donc, cette forme-là, en 2 dimensions, peut être plusieurs formes en 3D. Et donc, laquelle on choisit, on n'en sait rien. C'est pour ça que les formes en 2D, j'utilise quasiment pas, parce que je préfère utiliser directement les formes en 3D. Mais bon, je passe dessus parce que ça fait partie d'une géométrie importante. Donc, le sceau de Salomon, c'est le double feu. C'est le feu de la Terre allié au feu du ciel, donc l'étoile tétraédrique. Mais c'est aussi l'eau, puisque c'est la projection dans le plan de l'icosaèdre posé à plat, et c'est aussi l'air, puisque c'est l'octaèdre posé à plat, projeté dans le plan. Le svastika, lui, on va le trouver dans le cube, parce que le svastika, là, si on prolonge la forme, on est dans un carré, et si on l'étend en 3D, on a un segment, un double segment qui se fait au centre du svastika, et qui va nous le faire partir sur un cube. Et donc là, on a un système en 3 dimensions. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le cube qui correspond à l'élément terre se trouve au chakra racine, et que donc le svastika, lui, tourne dans notre chakra racine, et gamma rayon radioactif, en fait, il fait monter Kundalini dans la colonne vertébrale. Donc, le svastika est très puissant. Donc, j'ai vu qu'en tournant la souris, non, c'est dans le sens. Non, pourquoi ça ne revient pas? Donc, c'est pas ça. Je suis en train de vous faire passer toutes les photos, là. Je ne retrouve pas ce que je veux. Donc, c'est celle-là que je voulais. Là, vous l'avez à l'écran? Oui, oui, oui. Oui. Donc, ici, on a une autre forme très intéressante qui ressemble un peu au svastika, mais qui est le triskel, bien connu des Bretons, qui est en fait aussi un
une roue. Donc le svastika, c'est une roue solaire qui relie la Terre et le Soleil. Le triskel, c'est une roue plus connectée à l'eau, à l'icosaèdre, et qui donc relie la Terre et l'eau, et la Lune. Voilà. Donc ça, c'est pour le triskel qu'on trouve sous différentes formes ici, là. On le retrouve un peu partout, plus ou moins stylisé. Donc ça fait partie des formes qu'on trouve. Alors, tout à l'heure, je l'avais. Ça fait partie des formes qu'on trouve assez facilement dans. Hein. Donc celle-ci qui apparaît. Donc, par exemple, la forme de l'œuf. Et quand on fait trace les lignes de force d'un œuf, nous avons un cercle, un petit cercle en haut, un grand cercle en bas qui s'entrecroisent. Voilà. Et donc, ça nous donne un œuf quand on rejoint les deux sphères. Et donc, si on trace les lignes de force des deux sphères, on a un diamètre vertical qui relie les deux, un grand qui est horizontal en bas et un petit qui est horizontal en haut. Et donc, on obtient une autre forme qui est bien connue, c'est la croix de Lorraine, que De Gaulle a utilisée au moment de la guerre pour contrecarrer les effets dévastateurs du svastika mal employé. Et donc, cette forme-là, c'est la forme qui. La ligne de force de l'œuf, et l'œuf, c'est la vie. Donc, pour ramener la vie dans le processus. On a une autre forme. Tiens, oui, on ne l'a pas mis. Tu ne veux pas aller me chercher la croix qui est devant la labradorite là-bas? Tu remettes à l'écran si tu veux. On a une autre. Ah oui, il faut que je remette l'écran. Voilà. Ça va être. Donc, on a une autre forme égyptienne, celle-ci, qui est la croix Ankh. Voilà. Donc, c'est une autre forme en 2 dimensions, mais si on la fait tourner, ça fait. Oh là. Si on la fait tourner, ça fait comme s'il y avait un système tridimensionnel. Voilà. Et donc là, c'est la croix de vie, c'est une forme qui génère la vie. Donc ça, on va dire que ce sont les formes en 2 dimensions qui sont intéressantes. Mais pour moi, c'est quand même les formes en 3D qui sont beaucoup plus puissantes. Parce qu'avec les formes en 3D, on sait ce qu'on fait, puisqu'on travaille sur 3 dimensions. Alors aujourd'hui, là, j'ai vu depuis quelque temps, on commence à voir sur YouTube des vidéos sur les recherches d'un mathématicien de la fin du 19e siècle sur la 4e dimension, qui est très intéressante. Et tu as un exemple de ça? Comment? Comment? Tu as un exemple de cette vidéo ou pas? Je n'avais pas entendu. Est-ce que tu as un exemple de cette vidéo? Ah, de la 4e dimension? Oh, on donnera les références sur le site parce que ça dure un petit quart d'heure et c'est une très belle démonstration, magnifique. D'accord. Voilà. À moins que. Bon, il y a ce genre de vidéo là. Donc, rappelle-nous juste ton site, s'il te plaît. Oui, alors le site c'est isoris.net. Voilà. Mais il y a aussi geobioharmonie.net. Ah, ça, c'en est un autre. Oui. OK. Donc là, ici. Voilà. Donc là, c'est un. Donc là, il n'y a pas le son. Ça fait rien, voilà. Donc Il faut pas ici, mettre le on son. n'a pas de dimension, on a un point. Et à partir du point, on peut tracer une ligne. Donc on obtient 2 points. Donc là, on a une dimension avec les 2 points.
carré. Bon, la vidéo va pas rester vite. Ah, voilà. Donc là, on forme un carré. Donc, qu'est-ce qui va se cacher? Par exemple, ou une boîte. Et donc là, on va le faire pivoter et on va rajouter la troisième dimension. Donc là, on est basé sur des axes. Donc les trois axes qu'on connaît bien, et on ne peut pas en rajouter un quatrième. Et il y a un mathématicien qui a trouvé une astuce très intéressante pour montrer ce que peut être la quatrième, ce qu'est la quatrième dimension en géométrie, tout simplement. Donc, voilà pour les formes en deux dimensions. Et donc, on va passer... Ah ben si, il y a un petit truc rigolo que je vais vous montrer quand même sur la géométrie et les nombres. Donc voilà, ici, nous avons un petit panneau avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on voit comment ils ont été créés. En fait, 1, il y a un point. 2, il y a 2 points qu'on relie. 3, il y a 3 points qu'on va encercler avec des traits. 4, on va avoir les 4 points. 5, etc. Donc, c'est un petit truc rigolo, géométrique, par rapport aux chiffres. Donc, c'est le nombre d'angles. Ah, bah là, ah oui, je voulais parler de ça. Ah, ben, je vais en parler tout de suite. Donc, la géométrie, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, géométrie? Ben, géométrie, ça veut dire mesure de la Terre. Géométrie. Et donc là, j'ai une photo d'une géométrie naturelle dans le sud de la France, qui est assez étonnante, donc qui a été mise un peu en évidence pour la partie de l'étoile à 5 branches qui est au centre ici, par John Lengt, je ne sais pas si je prononce bien, donc un Anglais qui a beaucoup travaillé sur le site de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, c'est au sud de Carcassonne, un lieu qui est magique. Et donc, il s'est aperçu qu'il y avait 5 sommets. Donc, la tour Magdala à Rennes-le-Château, les ruines du château de Blanchefort, le pic de Soulanes qui est au-dessus de Rennes-les-Bains, qui est dans un trou ici, le sommet du Bézu, qui était une ancienne forteresse templière, donc un pic, et puis ici, une colline, un sommet de la serre du Lauzet. Et quand on relie ces 5 sites, nous obtenons un pentagone quasiment parfait, à 2 mm près, sur la carte IGN. Donc quand j'avais vu ça, je me suis dit, il y a forcément un centre ici, un vortex, et Rennes-le-Château, le vortex, et qu'est-ce qu'on a dans l'axe à l'autre bout? Le pic de Bugarache. Donc j'avais regardé comment ça allait se traduire dans la géométrie pentagonale et pentagramme. Donc j'ai prolongé l'arête du pentagone. J'ai prolongé l'arête du pentagone. Voilà, pour arriver ici, et l'autre arête, donc le Lauzet Bézu, si on prolonge, et puis Blanchefort-Soulanes, on prolonge, ça nous fait la pointe d'un pentagramme, c'est-à-dire d'une étoile à 5 branches. Alors là, le mont Bugarache a été mis un petit peu près de la pointe, il est un tout à peine plus loin, là, ici. Et donc, on a une géométrie sacrée qui génère le nombre d'or et qui est faite directement dans la nature. Là, c'est pas fait de main d'homme. Et donc, je me suis dit, on a Rennes-le-Château qui est sur un sommet et on a Rennes-les-Bains ici qui est dans un trou. Ici, ça nous fait un site-yang. Rennes-les-Bains, ça nous fait un site-yin, parce que c'est les bains, il y a de l'eau, il y a les sources d'eau chaude. Et je me suis dit,
Dans ce cas, il y a le mont Bugarache, donc c'est un sommet, un pic, donc c'est un site yang, et il doit y avoir un site yin quelque part. Donc je me suis amusé à prolonger les autres côtés du Pentagone, et en fait, en prolongeant de la tour Magdala à Rennes-le-Château avec Blanchefort, je prolonge. Ensuite, le Bézu, le pic de Soulanes, je prolonge. Et ici, j'arrive juste à la sortie du village d'Arc. Et là, il y a une grotte. Donc, on a un site yin en pendentif avec le site yang de Bugarache. Donc, cette géométrie-là, elle est inscrite dans la géographie. Donc, c'est la géométrie dans la géographie, donc une géométrie sacrée. Et donc, on est dans un site qui génère des très belles énergies et très porteur. Pour ceux que ça intéresse, j'anime 3 jours et demi au moment du week-end de l'Ascension sur ces sites-là. Donc, on a Gilbert, ici... qu'est-ce que ça provoque chez les gens exactement? Parce qu'on parle souvent des sites qui ont des hautes énergies, d'animer aussi des stages ou des choses sur place ou d'aller se régénérer là-bas. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est sur ces sites? Est-ce que tu sais, toi? Alors, suivant les personnes, c'est différent. Par exemple, si on va au centre du Pentagone, là, à la pique, ici, on est dans un immense courant d'air, c'est-à-dire que 50 mètres avant d'arriver à la pointe de la pique, on ne sent pas le vent. Et dès qu'on arrive à la pique ici, on est dans l'axe, et là, il y a un énorme courant d'air, toujours, toujours, toujours. C'est qu'on se tourne du côté de Rennes-le-Château ou qu'on se tourne du côté de Bugarache, on a ce souffle d'énergie qu'on ressent comme un vent assez fort, qui en fait vient, comment dire, nous régénérer. Il va y avoir une purification au niveau de notre aura, dans nos mémoires, etc., et au niveau de notre corps physique. Et quand on se décale un petit peu de la pique, là, qu'on tourne un petit peu dans cette zone centrale, par ici, là, il y a un endroit où il y a des rochers, des petits rochers qui émergent. Et quand on se met dessus, c'est très amusant parce que à chaque émergence du rocher, il y a une énergie différente qui va se positionner dans notre corps. Donc il y en a où on va sentir davantage au niveau de l'estomac, d'autres on va sentir au niveau des pieds, d'autres on va sentir au niveau de la respiration, d'autres on va sentir au niveau de la tête. Et chaque petit endroit génère des énergies différentes. Donc on peut rester dessus et puis se régénérer et se soigner. Quand on est au centre ici, en fait, il y a une spirale euh, qui se met en route en raison de la géométrie. Et cette spirale, elle est pilotée par le nombre d'or. Parce que là, ici, j'ai donc un pentagone extérieur qui me donne un pentagramme intérieur, qui me redonne à nouveau un pentagone intérieur en sens inverse, où là, je peux refaire une étoile à 5 branches, et ainsi de suite, et qui va me donner une spirale. Et ça, c'est la spirale qui génère la vie. On va la retrouver un petit peu partout dans la nature. Alors, là, par exemple, voilà, donc cette spirale qu'on retrouve dans les étamines, qu'on retrouve dans l'organisation du chou-fleur, qu'on retrouve dans le chou romanesco, qui lui a en plus un système de fractal où tout se démultiplie. Là, c'est un chou vraiment magique au niveau des formes, qu'on va retrouver dans le chardon, qu'on retrouve dans l'organisation de l'ananas, etc. Sur la coquille d'escargot, c'est un peu moins visible, mais sur la coquille du nautile, ça l'est beaucoup plus. Et on va avoir des géométries comme ça dans la nature, un peu partout, parce que c'est elle qui génère la vie. Qu'est-ce que j'ai, par exemple? Non, dans les autres photos, j'ai pas. Mais puisque je suis dans la géométrie au niveau de la Terre, voici une autre photo.
trompé. Donc voici une autre photo qui sont les, enfin c'est une explication du travail d'Ératosthène. Donc Ératosthène, quelque temps, je ne sais plus, en 200 ou 300 avant Jésus-Christ, il avait déterminé que la Terre était ronde. Voilà. Donc il avait trouvé, lui, qu'en se mettant au niveau du tropique du Cancer, donc ici, là, à cet endroit-là, il a planté un bâton et son bâton était vertical au 21 juin. Il n'y avait pas d'ombre portée au sol. Et quand il le mettait à Alexandrie, au même moment, l'ombre du bâton qui se projetait sur la Terre, comme ici, par exemple, voilà, ou là, donc décrivait un angle de 7 degrés 2. Et il s'est dit, c'est bizarre, là, il y a un écart sur l'ombre du bâton au même moment, à deux endroits différents sur le même méridien. Et donc, il en a calculé une mesure et il a trouvé, pour la circonférence de la Terre, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, 39 375 km. Aujourd'hui, on la mesure à 40 075 km. Il s'est trompé de 700 km. Donc à l'époque, avec deux bâtons, c'est quand même pas mal. Donc là, actuellement, il y a toute une histoire avec la Terre plate. Je ne sais pas comment ils expliquent la Terre plate avec cette approche-là, mais il ferait bien de revoir leurs calculs. À mon avis, il y a des bugs. Donc, déjà, 3 siècles avant Jésus-Christ, on savait que la Terre était ronde. Et on connaissait sa circonférence. Donc, la géométrie pour mesurer la circonférence de la Terre. Tout à l'heure, j'expliquerai que la géométrie, la forme, a ses propriétés, mais que ce sont les nombres qui pilotent et la géométrie qui les incarne. Et donc là, pour savoir quelle mesure on prend, on peut choisir plusieurs mesures. Il y a toutes sortes de coudées. Il y a, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Et au moment de la Révolution, nous avons décidé pour nous de prendre le mètre. Et pourquoi le mètre? Eh bien, le mètre est la 40 millionième partie du méridien de la Terre. Donc la géométrie. Donc c'est une unité de mesure qui nous permet de mesurer la Terre et qui est basée sur la Terre. Alors que les coudées, c'est une valeur humaine et il y a des grands, il y a des petits, donc on n'a pas forcément les mêmes dimensions. Donc la géométrie, c'est la mesure de la Terre au départ, et donc par des projections et par des formes, on arrive à approcher les énergies de la création. Là, je vais vous passer une petite vidéo qui explique le nombre d'or. Voilà. Il y a un petit bout qui ne marche pas. Voilà. Donc c'est une vidéo qu'on trouve facilement sur Internet, qu'on trouve sur le site de Nassim Haramein, et puis Marie-Astrid m'a dit qui avait un peu... Donc Jonathan Quintin. Voilà, donc ici nous avons
un pentagone, et la base du pentagone, ici, mesure 1, et donc la diagonale, ici, mesure 1,618, le nombre d'or, qui était appelé avant la divine proportion. Donc voilà une progression au nombre d'or de chacun des traits. Donc là, je passe sur les aspects mathématiques. Mais voilà, quand on les organise entre eux, on va obtenir des projections du nombre d'or dans la géométrie. Et donc avec des spirales, on va retrouver notre pentagone, le pentagramme, on refait un pentagramme dans le pentagone du centre, et ainsi de suite. Et tout ça donne le nombre d'or et est basé sur le nombre d'or. Ça, c'est la géométrie qui génère la vie. Vous vous mettez au centre d'une étoile à 5 branches ou d'un pentagone, et vous avez forcément la génération de la vie. C'est hypnotisant. Comment? C'est très agréable de voir comment, je dis c'est hypnotisant. Oui, Et mais c'est tu vas très voir, de voir comment c'est fait aussi. voilà. Et donc on a toutes les proportions. Vers l'infiniment grand comme vers l'infiniment petit, et tout est basé sur le nombre d'or, qu'on retrouve avec les différentes couleurs. Qu'on va retrouver dans le corps humain, dessiné par Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Et donc si on mesure 1 mètre du nombril jusqu'à la plante des pieds, on mesure 1,618 m. On va retrouver la proportion dans les bras, un peu partout dans le corps humain, même dans le visage. Et là, dans nos phalanges. C'est-à-dire que notre corps est bâti sur cette proportion. Donc voilà, tout à l'heure, je vous parlais du carré. Si on trace la médiane du carré, qu'on prend la diagonale du grand rectangle ici, et qu'on l'abaisse, on obtient ce rectangle d'or ici. Et on peut retrouver des carrés et des rectangles d'or vers l'infiniment petit comme vers l'infiniment grand. Voilà notre ADN. Quand l'ADN fait un tour, le rectangle qui l'englobe est au nombre d'or. On va retrouver dans les spirales des galaxies. Donc c'est vraiment la géométrie créatrice. Donc on va la retrouver aussi dans la coquille du nautile, dans certains ouragans, dans les galaxies, et on va retrouver toute cette expression de la géométrie sacrée dans la nature. Et on va même retrouver des micro-organismes. Ce n'est pas tout à fait cette photo-là que je voulais, mais bon. On va retrouver des micro-organismes qui ont la forme
des solides de Platon. Donc, par exemple, il y en a qui ont une forme d'icosaèdre, d'autres une forme de dodécaèdre, d'autres une forme d'étoile tétraédrique, et on retrouve ça dans la nature. Donc, je vais peut-être parler un petit peu des solides de Platon, puisque c'est la base de la géométrie sacrée. Donc, nous avons 5 volumes. Donc, le principe des solides de Platon, c'est que ce sont des formes géométriques dites régulières, c'est-à-dire que toutes les faces et tous les angles sont identiques pour chacun. Donc, le cube qui correspond à la Terre, l'icosaèdre, 20 faces triangulaires équilatérales qui correspond à l'eau, le tétraèdre, la forme la plus simple en volume qui existe, donc 4 triangles équilatéraux, le feu, et l'air avec l'octaèdre, 8, donc une double pyramide qu'on ne voit pas bien ici, qui 8 faces triangulaires équilatérales. Et donc là, on a les 4 éléments avec un 5e au centre, le dodécaèdre, qui est, on va dire, la forme pour moi de l'amour créateur. Et tout passe par cette forme et se matérialise suivant les 4 autres. On va retrouver ça ici avec les travaux d'un chercheur en chimie physique qui est Robert Moon. Et donc là, il y a Spirit Science, vous pouvez y aller voir dessus. Et là maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à reprendre les travaux de Robert Moon, qui émet l'hypothèse que dans le noyau de l'atome, les protons sont organisés suivant les solides de Platon. C'est-à-dire que ces formes géométriques organisent l'énergie informelle pour qu'elle devienne de la matière, donc des atomes. Donc là, ici, on voit les choses de manière fixe, mais en fait, tout tourne. C'est pas fixe du tout. Mais pour s'en rendre compte, voilà, on le stabilise. Et donc, Robert Moon explique qu'au-delà de 50 électrons, on ne sait pas trop comment on peut tenir l'atome suivant. Et en fait, lui, il s'aperçoit que des formes qui sont à l'intérieur ici vont se défaire pour démarrer un deuxième dodécaèdre. Et ainsi, le système tient avec un dodécaèdre et puis un deuxième qui démarre, et ainsi de suite. Et ça se multiplie comme ça. Et donc, il a traduit tout le tableau de Mendeleïev des atomes en solides de Platon. Donc ici, on est vraiment au cœur de la matière, donc la géométrie qui organise l'énergie du vide pour qu'elle devienne matière. Et là, bon, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quand même déterminé par des scientifiques. Et donc, on retrouve cette géométrie sacrée. C'est pour ça que la géométrie sacrée. Kepler, c'était donc Kepler au XVIe siècle ou XVIIe, je ne sais plus, XVIe, je crois, s'était rendu compte aussi que l'organisation des planètes dans le système solaire répondait à une organisation avec les solides de Platon. Donc, on va trouver dans ces 5 formes, dans les solides de Platon, et particulièrement dans le dodécaèdre et dans l'icosaèdre, on va trouver une infinité de fois le nombre d'or, puisque là, si je reprendrai un plus petit, comme ça on voit mieux, voilà. Ici, on va retrouver nos pentagones, donc avec, si on sous-tend les pointes opposées, on va retrouver une étoile à 5 branches avec un autre pentagone, etc. Et donc, on génère une spirale vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, on a des spirales pilotées par le nombre d'or, donc l'énergie de la vie. Et le dodécaèdre, lui, est en phase directement avec notre ADN.
Voilà, je remets cette photo. Voilà. Donc ici, on a une double spirale qui est générée par le pentagone du bas et le pentagone du haut. Et donc, on retrouve les spirales de l'ADN. Quand la spirale de l'ADN fait un tour, ici, il y a des barreaux qui relient les deux brins. Eh bien, en fait, quand la spirale d'ADN a fait un tour, nous avons 10 barreaux. Et, comme par hasard, au niveau du dodécaèdre, il reste 10 faces. Il y a des personnes qui disent que nous aurions 12 brins d'ADN et non pas 2. Alors pourquoi, si on en a 12, on n'en voit que 2? Eh bien, la réponse est donnée encore par le dodécaèdre. Si le pentagone du bas génère un vortex, une spirale, il est relié au cœur de la Terre, et celui du dessus, il va être relié à la galaxie. Les 10 autres, on ne sait pas. Parce que si je tourne le dodécaèdre, mes deux faces horizontales sont toujours horizontales, reliées à la Terre et reliées au ciel, à la galaxie, donc des phénomènes physiques mesurables et observables. Les 10 autres, on ne sait pas. C'est pour ça qu'au microscope, on ne voit pas nos 10 brins. Pourtant, les 10 autres brins, pourtant, ils existent. Mais ils sont dans une autre géométrie, on va dire. Mais le dodécaèdre nous y invite et nous ouvre cette porte d'entrée sur nos brins d'ADN. Et par exemple, si des personnes ont un grand dodécaèdre, qui peuvent rentrer dedans, eh bien, ils vont stimuler leur brin d'ADN. Et les informations qui sont codées sur tous les chromosomes, le génome, sur tous les brins d'ADN, que nos scientifiques le voient ou ne le voient pas. Et on va activer comme ça un certain nombre de choses. Et donc, on va passer à l'ouverture de conscience. Donc, c'est un côté régénérateur. Maintenant, je ne recommande pas d'entrer à 2 dans un dodécaèdre, puisque on active les brins d'ADN et donc on risque d'avoir une fusion d'informations entre les deux personnes. Ce n'est pas un espace fait pour habiter, c'est un générateur d'énergie. Et si une personne est debout à l'intérieur du dodécaèdre, les pieds au niveau de la face inférieure et les pieds et la tête au niveau de la face supérieure, quelle est la partie du corps humain qui va se trouver au centre du dodécaèdre? Eh bien, la partie qui va se trouver au centre du dodécaèdre, c'est le chakra sacré. Donc, on arrive à une région du corps qui est sacrée. Le chakra sacré est derrière un os qu'on appelle le sacrum, donc un os sacré. Et on va avoir donc au centre ici eh bien l'énergie de la vie, puisque le sacrum et le chakra sacré, c'est relié à la sexualité, c'est relié à l'utérus et c'est relié au développement, à la genèse et au développement de la vie. Donc on est bien sur une géométrie qui crée, ça crée la vie, mais aussi ça crée dans la matière, c'est-à-dire qu'on peut avoir des ouvertures de conscience, on peut avoir de la créativité, de l'intuition, etc. Donc il va être lié éventuellement au troisième œil, mais la création, l'incarnation dans la matière va se faire ici. Le troisième œil, lui, va être lié au dodécaèdre, dont on a prolongé les arêtes, comme on a vu tout à l'heure pour Bugarache, et qui nous donne un dodécaèdre étoilé. Donc, je vais revenir. Donc, il va nous donner un dodécaèdre étoilé comme ceci. Voilà. Et donc, celui-là est directement relié au troisième œil. Donc, on a un lien direct
entre le nombre d'or, le dodécaèdre, notre ADN, puisque le dodécaèdre, lui, il génère automatiquement le nombre d'or. Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais le dodécaèdre, vous l'avez fait au nombre d'or ?» J'ai dit « J'ai pas besoin de le faire, c'est lui qui fait le nombre d'or. » Par contre, il faut qu'il soit bien taillé. Actuellement, les dodécaèdres en cristal de roche qu'on trouve sont tous mal taillés, donc il n'y a pas de nombre d'or dedans. Donc c'est un morceau de cristal qui se charge comme les autres, et on n'a pas les bienfaits de la géométrie. Ce qui est important, c'est que la géométrie soit parfaite, le plus parfaite possible, pour obtenir les bons résultats. Donc ici, on est bien sur un site de création, une géométrie qui crée. C'est elle qui va créer la vie, c'est elle qui va permettre de mettre dans la matière nos créations, notre créativité. Il y a une autre forme qui est très intéressante, c'est la forme du cube. Donc le cube est relié à la Terre, donc lui va être relié au chakra sacré. Le message du cube, pour ceux qui viendront suivre mes stages, je dis très rapidement là, mais le message du cube, il est beaucoup par rapport au temps. Et quand il m'a enseigné, je me suis demandé pourquoi il était relié au temps. Bon, en fait, il y a une chose déjà intéressante, c'est que au moment de la naissance, on va sortir du chakra sacré de notre mère, de son utérus, et on va passer par son cube, son chakra racine. Et au moment de la naissance, on reçoit une signature cosmique suivant notre heure, le lieu de naissance, par rapport aux planètes, par rapport aux constellations, etc. Et donc le cube nous greffe la création, greffe la créativité sur les fréquences du temps. Certains disent que la quatrième dimension, c'est le temps. Non, le temps, c'est une fréquence, c'est un rythme, c'est une danse. Ce n'est pas une dimension. Tout à l'heure, on a vu passer du point à une ligne droite. Donc en fait, pour aller d'un point à un autre, pour tracer la ligne droite, il y a un certain temps. Ça peut être un dixième de seconde, ça peut être une seconde, ça dépend de la longueur du trait qu'on fait et de la vitesse à laquelle on le fait. Donc le temps est lié à la géométrie, mais ce n'est pas une dimension géométrique. C'est une fréquence, c'est un rythme. Et donc le cube, lui, va greffer notre création sur les rythmes du temps pour pouvoir évoluer tranquillement et se mettre en place. Et le cube, lui, c'est aussi la forme de la structuration, puisqu'il a ses angles droits, etc. Donc voilà pourquoi la géométrie crée, la géométrie sacrée. Bien sûr, il peut y avoir plein d'autres géométries, mais en fait, toutes les formes créent quelque chose. Si on est sur une forme disharmonieuse, on va créer la disharmonie. Et actuellement, c'est très intéressant. Les formes sont en train d'émerger un peu partout, et puis il y a des gens qui créent des formes qu'ils ont reçues, je ne sais pas comment, mais qui sortent un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est très intéressant parce que de regarder le discours de ces personnes, parce qu'il n'est pas du tout, mais pas du tout dans l'harmonie. C'est des discours qui sont dans la prétention de la forme qui va tout faire, qui va tout régler, etc., comme par magie, comme par enchantement. Mais ça, c'est pas du tout le circuit de la vie. Le circuit de la vie, il passe par les 5 formes. Mais quand on les entend parler, quand on discute avec eux, eh bien, il y a un côté très commercial, il y a un côté, comment dire, imposant, c'est-à-dire qu'on va faire circuler une forme, on va lui affubler tout un tas de propriétés qui ne sont pas forcément justes. Et au bout du compte, pour moi, c'est important de reconnaître l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que si la personne a généré cette forme pendant X années, et puis qu'elle est vraiment dans un ego monumental, je me dis, si c'est ça que la forme génère, ça ne va pas.
Là, sur un salon à Paris, j'ai rencontré un monsieur qui, pareil, travaille sur une forme et qui voulait savoir un peu ce qu'on en pensait. Et ce monsieur était vraiment très, très bien. Il dit, je ne comprends pas tout de ma forme, mais voilà ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu? Alors, j'ai dit, on peut donner quelques indications, mais de toute façon, il faut poursuivre votre travail parce que pour moi, votre travail est très intéressant. Et donc, lui, il n'est pas dans la prétention d'avoir la forme la plus aboutie qui soit. Il est dans comment dire, une dynamique d'ouverture de conscience et de recherche, et non pas dans un système qui est soi-disant abouti. On est dans un autre processus d'évolution et d'ouverture de conscience. Donc je pense qu'on va retravailler avec ce monsieur parce qu'il est très intéressant. Et cette géométrie, on va la retrouver aussi dans les cristaux. Par exemple, la fluorine pousse en forme d'octaèdre. Ah, j'aime bien cette pierre-là. Là, je vais aller en chercher une. J'en profite pour dire merci à Anna qui m'a prévenue pour l'écho. Donc, j'ai débranché mon oreillette. Je pense que c'est mieux. Donc la fluorine, que voilà, elle pousse en forme d'octaèdre. Qui quasiment, il n'est pas parfaitement régulier, mais c'est quand même intéressant. Là, ici, la pyrite, elle pousse principalement en forme de cube, mais on la trouve aussi en forme d'octaèdre, et on la trouve aussi en forme de dodécaèdre. Ce n'est pas taillé, ce sont des pierres brutes. Oui. Donc la nature produit ces formes, aussi bien dans le minéral que dans le végétal, que dans l'animal, avec les protozoaires du plancton. Tu peux définir le protozoaire du plancton Bon, c'est des micro-organismes plus ou moins unicellulaires ou juste quelques cellules qu'on trouve dans, dans les zones humides. En fait, Alors, pourquoi je te demande de définir, Gilbert? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand il y a un mot mal compris, en général, ça crée de la confusion dans notre esprit et on déconnecte. Quand on lit d'accord. un livre, des fois qu'on ne comprend pas le mot, après on Donc, dit oh, ce sont des toutes petites bestioles qui vivent dans l'eau. Je ne l'ai pas sur ce livre-là. C'est juste aussi pour en faire part aux auditeurs que si des fois vous voyez que vous ne continuez pas de lire un livre, souvent il faut revenir en arrière et prendre le dictionnaire et regarder le mot que vous n'avez pas compris. Vous pouvez avoir mal à la tête ou avoir envie de changer ou tomber un peu dans une espèce de petite inconscience. Et c'est très très intéressant de clarifier tous vos mots. Je vais juste chercher Voilà. l'image des protozoaires du plancton, comme ça vous saurez. C'est super. Bon, on a une super déco derrière. Hein. C'est magnifique. Oui, hein, n'est-ce pas hein? Oui. Toutes les petites formes de géométrie sacrée. Donc, les protozoaires du plancton, ce sont des petites bestioles qui vivent dans l'eau. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Et donc, ils sont en forme de solide de Platon. Ah, magnifique. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. Comme les choux et comme les légumes. C'est ça, ce D'accord. sont des micro-organismes qui ont cette forme-là. Et donc, c'est dans D'accord. ce livre-là, avec la lumière, voilà. Donc, ce livre-là, il se trouve dans un coffret que je commercialise aussi, qui s'appelle le Nombre d'or preuve en main. C'est un coffret très intéressant parce que on peut fabriquer les formes. Voilà. J'essaye de, voilà, pas avoir trop de reflets de l'éclairage. Voilà, donc à l'intérieur, il y a beaucoup de planches et on peut faire toutes les formes. Et c'est très intéressant parce que tout a été calculé pour que les formes puissent s'emboîter l'une dans l'autre. Alors voilà un dodécaèdre. Hein, on l'ouvre. À l'intérieur, il y a un cube.
On sort le cube, on l'ouvre. À l'intérieur, il y a un tétraèdre qui coupe le cube dans ses diagonales. On sort le tétraèdre. À l'intérieur, il y a un octaèdre qui coupe le tétraèdre dans le milieu de ses arêtes. Et puis, c'est pas celui-là qui s'ouvre. Ah non, c'est pas le bon, c'est pas grave. Et puis, à l'intérieur ici, il y a aussi un icosaèdre qui, lui, découpe les arêtes de l'octaèdre suivant le nombre d'or. Là, ici, on a le cube, et dans le cube, on a l'étoile tétraédrique ou Merkaba, qui en fait est un cube qu'on a plus ou moins évidé. Voilà, donc la Merkaba. Et à l'intérieur de la Merkaba, on a l'octaèdre. Ah ben voilà, c'est celui-là qui s'ouvre. Et à l'intérieur de l'octaèdre, on a un icosaèdre qui coupe, voilà, qui coupe les arêtes de l'octaèdre suivant le nombre d'or. Là, ici, et là. Donc, C'est absolument ce coffret, génial. il est très intéressant. C'est un très beau cadeau de Noël. Voilà. Et on peut fabriquer toutes ces formes. Et puis, il y en a même d'autres en plus. Je n'ai pas tout là parce qu'après, il y en a deux autres grosses. Donc, il y a de quoi s'occuper, à les créer, à les fabriquer. Et pendant qu'on les fabrique, les formes, eh bien, elles nous travaillent. Waouh! Oui. Au stage solide de Platon, le premier jour, le premier matin, donc dans le prix du stage, y compris le prix du coffret, et tout le monde fabrique un certain nombre de formes. Donc, je donne une bonne heure de pliage, collage. Donc, on est en maths sup, maternelle supérieure, pliage, collage, et les formes nous travaillent pendant ce temps-là. Et pour moi, c'est très important de ne pas passer uniquement par l'intellect, mais aussi de fabriquer avec ses mains les formes. Voilà. Et il y a des formes comme le dodécaèdre qui ne se laissent pas faire comme ça. Assez difficile. Par exemple, pour faire mon dodécaèdre en bois ici, il faut 60 morceaux de bois. Seulement, si j'ai un petit écart au niveau de l'angle ici, bah après, pour l'assembler, c'est très difficile. Une fois sur un salon, il y a un exposant qui était passionné de tout ça, et puis il me dit, il faudrait quand même que j'en fasse un dodécaèdre. Bon, puis le lendemain matin, il revient, il me dit, ça y est, j'ai fait un dodécaèdre en carton. Il me dit, tu ne veux pas venir voir, il est sur mon stand. Donc je vais le voir. Ah, j'ai dit, bah, c'était pas mal, bon, il pourrait être un petit peu mieux fini. Il me dit, bah oui, je sais, j'ai mis, t'as mis combien de temps à faire ça? Ah, il me dit, bah, j'ai passé presque toute la nuit, j'ai mis 8 heures. Wow. Et même au bout de 8 heures, le dodécaèdre n'était encore pas parfait. C'est la forme la plus difficile à faire, je dirais l'icosaèdre, c'est-à-dire cette forme-là ici. Voilà, avec ses 20 faces triangulaires, on pourrait se dire, elle va être beaucoup plus compliquée. Eh bien non, celle-ci, c'est 3 rangées de triangles et ça s'enroule sur soi-même. Donc c'est très rapide à faire. Par contre, le dodécaèdre, lui, c'est pas facile et il faut que tout soit bien coupé. Gilbert, est-ce que Oui, je peux te poser une question? mais bien sûr. Alors, nous avons Alexandrina. J'ai l'impression d'entendre de l'écho. Est-ce que tu veux bien débrancher et rebrancher ton micro, s'il te plaît? Est-ce que Brancher et rebrancher ton petit micro que tu tiens dans les mains. Voilà, peut-être ça va être mieux. Alors, Alexandrina qui nous dit aujourd'hui c'est la pleine lune. J'ai mis les solides de Platon sous les rayons de la lune. Est-ce que c'est bénéfique comme j'ai pu le ressentir? Merci à vous pour ce merveilleux moment. Alors, bah, je t'ai pas bien entendu, si tu peux répéter. Alors, je te propose d'enlever carrément ton micro parce que je pense que les auditeurs entendent l'écho et que Oui. ça ne va pas être très agréable pour eux. Voilà. Alexandrina qui nous dit aujourd'hui, c'est la pleine lune. J'ai mis mes solides de Platon sous les rayons de la lune. Est-ce que c'est bénéfique comme j'ai pu le ressentir? Merci à vous deux. C'est un merveilleux moment.
Ben, disons que les solides de Platon, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Les deux fondamentaux, c'est le dodécaèdre et l'icosaèdre, parce que ces deux-là génèrent le nombre d'or. Donc, on va pouvoir, avec ces deux-là, comment dire, générer les spirales de la vie. Le cube ne génère pas le nombre d'or, l'octaèdre non plus et le tétraèdre non plus. Mais les deux, dodécaèdre, icosaèdre, eux, le génèrent. Maintenant, ces 5 formes sont reliées aux 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et donc diffusent cette énergie des 5 éléments. Alors après, que ce soit fait au moment de la pleine lune ou à d'autres moments, je ne sais pas si ça change beaucoup de choses. Personnellement, je n'ai pas essayé. Mais si ça fait du bien, il ne faut pas s'en priver. D'accord, merci. Donc en fait, ces 5 formes, pour moi, c'est les 5 manifestations du divin dans notre environnement, dans la matière. C'est-à-dire que c'est le divin à travers la terre ou la matière, et les fréquences du temps, le divin à travers l'eau, le divin à travers le feu ou les plasmas, et le divin à travers l'air. Et le cinquième élément étant la vie et l'amour. Au même titre que les 12 constellations sont chacune aussi un spectre, un rayon du divin. Et donc il y en a 12. D'accord. Je passe un petit message avant qu'on mette fin à la Vibra conférence. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je te laisse poursuivre si tu as d'autres éléments à nous montrer. Mais je vous incite à poser des questions à la conférence. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ben voilà, par exemple. Voilà un grand dodécaèdre chez moi dans lequel on peut rentrer. Là, chaque arête fait 77 cm et la hauteur, elle est de à peu près 1,70 m. Là, je dois en faire un peu plus grand parce qu'il y en a qui sont un peu scalpés quand ils rentrent dedans. Et voilà, on va trouver ici cette vague qui est la vague de la vie qui circule au milieu. Voilà. Cette forme-là, ici, enfin les pentagones, oui, c'est ça que je voulais dire. Là, on s'aperçoit dans le dodécaèdre qu'on a 5 pentagones avec une pointe tournée vers le bas et 5 pentagones avec une pointe tournée vers le haut. Dans une forme en 3D, l'énergie, elle rentre par les faces et elle ressort par les pointes et les arêtes. Ce qu'on appelle communément une onde de forme. Alors, le mot onde n'est pas tout à fait justifié, mais il sert de support à un champ d'énergie global qui est émis par la forme. Donc là, ici, en l'occurrence, 20 pointes, donc 20 spirales qui partent des pointes du dodécaèdre et de ses arêtes. Pour la forme en 2 dimensions, donc le pentagone qui est là, par exemple, il a une pointe vers le haut, il a la base vers le bas. Donc on va voir le même phénomène, l'énergie rentre par le côté et ressort par la pointe. C'est-à-dire que les 5 pentagones du bas, à travers ces 5 pentagones, montent l'énergie de la Terre vers le ciel, et à travers les 5 qui descendent du ciel, on a l'énergie du ciel qui descend vers la Terre. Et, je ne sais plus, c'était il y a 2 ans, je crois, j'ai lu un livre qui s'appelle La clé de Salomon. C'est un roman très intéressant, une sorte de thriller avec le CERN à Genève, avec la CIA, etc. Et donc, c'est de la physique quantique racontée à une directrice de maison de retraite. Donc, c'est accessible à tout le monde.
C'est très bien écrit. Et une des, une des propriétés de la physique quantique, c'est que les choses existent parce qu'elles sont observées. Bon, alors comment l'univers a-t-il commencé, hein? C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui est-ce qui a observé l'univers en premier pour qu'il puisse exister? Et donc, l'auteur émet l'hypothèse à la fin que l'univers s'est observé lui-même. Alors, le dodécaèdre est très intéressant pour ceci, puisque dans les écrits de Platon, le dodécaèdre correspond à l'univers. Et donc, nous avons les 5 pentagones qui descendent du ciel qui observent les 5 pentagones qui montent de la Terre et inversement. C'est-à-dire que le dodécaèdre, c'est l'univers qui s'observe lui-même. À titre indicatif, nos brins d'ADN sont reliés à l'univers. Donc voilà un petit peu la géométrie sacrée et comment elle crée. Par l'observation, par la géométrie sacrée, le chakra sacré, le sacrum, et puis on s'aperçoit que dans notre corps, nous avons la proportion du nombre d'or un peu partout. Donc voilà un petit peu comment la géométrie crée. Qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais montrer? Ah oui, Marie-Astrid qui a découvert ça. C'est amusant aussi. Quelqu'un s'est aperçu que la distance, par exemple le Rhône, prend sa source au Mont Gothard en Suisse et il parcourt 812 km jusqu'à Marseille. Mais si on prend un vol d'oiseau, la distance qu'il y a entre le Mont Gothard et Marseille, eh bien, ça fait 502 km. Et si on divise les 812 km du fleuve par les 502 km, on trouve 1,617. C'est très proche du nombre d'or. On va voir la même chose avec la Garonne, on a la même chose avec la Loire, on a la même chose avec la Marne, avec le Lot, avec le Doubs, avec l'Oise. Il y a que la Seine qui est un peu bizarre. Mais voilà, il y a des phénomènes comme ça qui sont inscrits dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a un champ de forme, une morphogénèse qui existe au niveau de notre planète. Qu'on va retrouver aussi dans les travaux de Jacques Grimaud et toute son approche dans la révélation des pyramides, où il explique qu'un certain nombre de sites sacrés se retrouvent sur un équateur penché à 30 degrés par rapport au nôtre et que l'espacement entre ces différents sites sont aussi suivant le nombre d'or. Et donc j'invite à tous ceux qui ne l'ont pas vu à regarder la révélation des pyramides parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes dedans. Où on apprend que les Égyptiens, effectivement, connaissaient le mètre, connaissaient le nombre pi, le nombre phi, c'est-à-dire le nombre d'or, etc. Et qu'ils avaient une précision qu'aujourd'hui, on ne sait même pas atteindre avec nos moyens modernes. Donc, voilà, une vidéo qu'on trouve sur YouTube et que je recommande vivement. Donc, j'avais dit tout à l'heure que la géométrie incarne les propriétés des nombres. Et donc, ceci est important aussi, parce que suivant les nombres, par exemple ici, celui-là, il est fait sur le chiffre 777. Celui-là qui est un peu plus grand, il est fait ici sur le chiffre 12. J'en ai un qui est plus grand encore, qui est fait sur le chiffre 144 mm. J'en ai un autre qui est fait sur le chiffre 19,4, parce que 19,4 c'est 12 multiplié par le nombre d'or.
etc. Et donc, toutes les formes que je fabrique sont calées sur les nombres. Parce que la géométrie va diffuser l'énergie des nombres sur lesquels elle est fabriquée. Par exemple, pour le courant électrique, pour ramener ces énergies d'harmonie dans les circuits électriques, j'ai fait un dodécaèdre et un icosaèdre dont le diamètre est de 50 mm pour être en phase avec le 50 Hz. Voilà, donc c'est ce dodécaèdre-là, dodécaèdre icosaèdre. Voilà, on met ça sur le compteur électrique et le champ électrique rentre par les faces du dodécaèdre et de l'icosaèdre et ressort harmonisé en se diffusant au niveau des pointes et avec des phénomènes de spirale qui vont se greffer sur le circuit électrique. Et donc, on va véhiculer dans le circuit électrique les propriétés des formes. C'est ce que j'ai à la maison, c'est génial. Voilà, c'est l'énergie de la vie, hein, l'énergie sacrée, qui va se distiller dans les circuits électriques. Et à ce moment-là, on retrouve une énergie vitale dans le lieu. Donc, on met le dodécaèdre plus l'icosaèdre qui, lui, correspond à l'eau, parce que la première chose qui est impactée par les pollutions électriques et électromagnétiques, c'est l'eau. Excuse-moi, Gilbert, tu as ton petit micro qui frotte. Ah, pardon. Voilà. Donc, on met ces deux-là à l'arrivée électrique. Donc, à l'intérieur, donc là, ici, il y a un petit bouchon bleu. C'est-à-dire que la forme, elle est creuse. C'est juste une petite coque en plastique. À l'intérieur, c'est rempli de poudre de quartz avec un peu de chaud hydraulique et une douzaine d'élixirs qui vont diffuser leurs informations pour, comment dire, aider notre corps physique et nos corps subtils qui sont impactés par la pollution électrique ou électromagnétique et qui vont ramener l'harmonie dans le fait que notre électricité est faite 75% par du nucléaire, donc de la destruction de conscience. Et à l'intérieur, il y a un petit cristal de roche biterminé de l'Himalaya. Et donc tout ça va se diffuser dans le circuit électrique et remonter aux fournisseurs pour ceux qui ont déjà les compteurs Linky. Donc on va renvoyer aux fournisseurs l'énergie d'harmonie. Avec petit à petit, en arrière-fond, l'idée qu'au bout d'un moment, eh bien, l'harmonie puisse s'installer pour la distribution et la fabrication de l'énergie. Donc on a beaucoup d'applications avec ces formes. Il y a une autre forme dont je n'ai pas parlé, qui est intéressante. Une autre forme égyptienne, voilà, le djed. Ça, c'est une forme intéressante, puisqu'elle symbolise en Égypte un arbre qu'on a taillé. Et voilà, symbolise un arbre qu'on a taillé pour avoir des bonnes récoltes et elle était utilisée tous les ans. Il y avait des rites agraires pour obtenir des bonnes récoltes tous les ans avec le pharaon. Et quand il y avait un nouveau pharaon, il avait une cérémonie où il devait relever le pilier Djed. Donc ça, c'est une forme qui génère beaucoup d'énergie. Et dans le logo d'Isoris, les I sont en forme de Djed. Voilà. Bon, il y a plein d'autres formes en 3D qui sont intéressantes aussi. Ah oui, il y a celui-là qui est intéressant. Vous en entendez parler avec Nassima Haramein. Donc le vecteur équilibrium, donc c'est où le cube octaèdre. Donc c'est une forme dont toutes les dimensions, que ce soit les arêtes ou que ce soit les rayons, sont identiques. Et donc c'est une forme qui génère vraiment l'équilibre parfait. On va retrouver le tétraèdre, on va retrouver le demi-octaèdre, on va retrouver le cube, etc. Donc ce n'est pas une forme régulière parce que ces faces ne sont pas identiques, mais tous ces vecteurs, tous ces tracés sont identiques. Donc dans une maison ou en petit à porter dans la poche ou en pendentif, ça aide à se recentrer, à se rééquilibrer, à se réharmoniser aussi.
D'accord. Gilbert, il y a Voilà. donc Alexandrina qui nous dit très beau sujet, la géométrie, Gwénoline, un peu trop théorique pour les néophytes, mais c'est le but des stages de Gilbert. Bonne soirée à tous. Voilà, bah après, il y a plein d'applications. On peut revitaliser l'eau, on peut se revitaliser, on peut revitaliser une maison, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les formes. C'est vrai qu'on est habitué, tu sais, ceux qui passent, ils sont habitués à nous dire, voilà, tel truc, ça donne ça. Ce genre de Oui, soin, ça vous donne ça. Donc, en fait, ils vont proposer un remède qui va guérir ou changer une énergie. Mais on n'est pas habitué à avoir les explications de fond et nous ne sommes pas non plus habitués à remonter à la cause pour éviter que notre problématique se répète. Donc, c'est ça. c'est vrai que c'est très, il y a beaucoup de théories, mais du coup, toi, tu vas vraiment en profondeur. Donc, pour certains qui veulent directement aller à l'essentiel, c'est sûr que c'est la théorie, mais pour ceux vraiment qui veulent aller au fond de la géométrie, voilà, c'est très, très bénéfique. Donc, on a de tout. Et tu nous as fait quand même un mix des deux en nous expliquant, par exemple, sur les derniers, ce que ça faisait sur le compteur et ce que la géométrie sacrée provoquait dans le corps de bénéfique. Oui. Et pour les solides de Platon, euh, euh, donc voilà ici les 5 formes. Euh, on met le cube au nord, le tétraèdre au sud, le dodécaèdre au centre, l'icosaèdre à l'est et l'octaèdre à l'ouest. Et on se met debout à l'intérieur face au cube. Et là, on peut rester entre 5 et 20 minutes et on va avoir un phénomène de régénération dans le corps. Avec le cube, la régénération va se faire sur le monde minéral puisque c'est la Terre. Donc l'os, les dents, les minéraux dans le corps, etc. L'icosaèdre, alors la Terre, c'est aussi le chakra racine. La Terre, l'icosaèdre, c'est l'eau. Donc là, on est quand même en moyenne 70% d'eau, on va dire. Donc tous les liquides dans le corps qui vont se trouver euh, redynamisés, revitalisés. Le feu, ici, l'octaèdre, c'est aussi la forme de l'atome de carbone, c'est la chimie organique, c'est la digestion, c'est la régulation thermique du corps, c'est l'énergie euh, vitale, on va dire. Et donc là, c'est le tétraèdre, le feu, qui est au sud, et puis l'air, donc tous les principes gazeux dans le corps, la sphère ORL, la respiration, etc. Mais en même temps, l'octaèdre, nous le mettons sur une bague de façon à avoir ces 4 pointes horizontales vers les points cardinaux, une pointe nadir vers la Terre, une pointe zénith vers le ciel. On se met à l'intérieur et donc on va réharmoniser tout le processus en n'oubliant pas que le dodécaèdre qui se trouve entre nos deux pieds génère des spirales au nombre d'or qui remontent dans notre colonne vertébrale et dans tout notre corps et qui va travailler sur les mémoires qui sont dans notre ADN, dans nos cellules, par rapport à ces 4 éléments. Et donc, on a un tour d'horizon assez complet du processus qui se fait. Alors après, ça, on peut le faire debout, mais on peut le faire allongé aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir la tête près du cube, le dodécaèdre au milieu du sternum, chakra du cœur, les deux autres de chaque côté à une trentaine de centimètres du corps, et puis le tétraèdre, on va le mettre au-delà des pieds, et on s'allonge à l'intérieur, et là, on peut rester 40 minutes. Et pendant tout ce temps-là, on est en état de relaxation, on peut se mettre une petite musique sympathique, et on va se laisser porter par ces 5 formes qui génèrent un vortex dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, un vortex régénérateur, avec le dodécaèdre qui lui correspond au chakra du cœur sur le chakra du cœur, avec son double vortex. Et donc là, on se régénère assez rapidement. Et je dirais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai
que on n'est pas chez nous directement dans le symptomatique. On va faire un travail plus global. Par exemple, en médecine chinoise, si par exemple il y a un méridien qui est un problème, ça peut être le méridien d'après ou le méridien d'avant qui cause le problème au méridien en question. Et donc, il faut des fois aller chercher ailleurs que sur le problème en lui-même. On est obligé de remonter, d'aller voir autour ce qui se passe. Et parfois, on a des résultats spectaculaires. Une fois, j'ai un de mes stagiaires, un ancien marin, qui pratiquait chez lui, et puis qui de temps en temps donnait un coup de main à des gens. Puis il y a une femme qui vient le voir un jour et qui lui dit, écoute, il y a mon fils qui a un psoriasis, ça fait pas mal de temps qu'on essaye de s'en défaire, on n'y arrive pas, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oh, il dit, moi personnellement, non, je vais le mettre dans les solides de Platon, puis on verra bien ce qui se passera. Eh bien, 2 jours après, le psoriasis avait disparu. Alors, c'est pas toujours aussi spectaculaire, malheureusement, mais Oui, parce qu'il faut une aussi... prise de conscience qui va avec. Oui, c'est ça, on rentre dans un processus d'évolution. Et petit à petit, toute une amélioration globale de notre corps se met en place, et à ce moment-là, les choses s'améliorent petit à petit. Alors évidemment, c'est sûr que quand ça circule mieux, donc quand on nous met dans un bain d'énergie où ça circule mieux, on peut avoir plus de clarté dans l'esprit et voir la cause. C'est plus simple que si on est dans le brouillard, ça marche moins. Ah oui, ça va pas. Donc voilà, ceux qui sont intéressés aussi par ce qu'on fait, donc j'anime des stages. Donc vous pouvez retrouver le calendrier des stages aussi bien sur le site isoris.net que sur le site geobioharmonie.net. Sur le site GeoBioHarmonie, vous pouvez acheter en ligne un certain nombre de produits, il n'y a pas tout dessus encore. L'autre, vous pouvez télécharger, vous pouvez regarder le catalogue et télécharger le bon de commande, ou vous nous appelez tout simplement. Voilà, vous pouvez faire aussi les règlements par carte bleue directement par téléphone. Et pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont dans le sud, vendredi, samedi, dimanche, nous serons présents sur le salon Bioharmonie à Montpellier. Pardon. Au stand A17, donc vous pouvez venir nous voir, vous pourrez essayer les formes, que ce soit les solides de Platon, les JED, et puis les autres formes qu'on a. Parce que les JED, donc celui-là, il est en bois, il est fabriqué par Polo. Mais on en a aussi en laiton ou en bronze ou en cuivre qui sont fabriqués par Benoît. Et Benoît sera sur le stand avec tous ces JED. Voilà. Super. Donc, ceux qui veulent essayer, vous serez les bienvenus. Après, on sera sur le salon Médecine Douce à Paris, début février. Et puis après, on enchaîne avec Rennes, Angers, etc. Donc, vous avez le calendrier sur le site et vous pouvez venir nous rencontrer. Alors moi, j'ai mis toutes les infos. Oui, j'ai mis toutes les infos pour le site, ceux qui cherchent. Et c'est sous la vidéo. J'informe juste que toutes les infos sont sous la vidéo du site et tes coordonnées. Et tu disais pour le stage? Donc pour le stage sur les solides de Platon, le prochain cycle avec moi, il va commencer au mois d'avril. Je sors mon anti-sèche. Donc ça sera le week-end du 7-8 avril. Et ceux qui veulent commencer déjà l'énergie des formes, donc qui ne sont pas les solides de Platon, mais les autres formes qu'on enseigne, il y aura un premier module le 24 et 25 février. Voilà. Sinon, on aura une journée un peu particulière, c'est pas directement sur les formes, encore que c'est quand même sur les formes. Le jeudi 11 janvier, j'anime un séminaire d'une journée à la cathédrale d'Amiens, donc dans une architecture sacrée, et on travaille essentiellement avec le labyrinthe qui est au centre de cette cathédrale, qui est un labyrinthe octogonal à 8 côtés. Et avant d'arriver au labyrinthe, au sol, nous avons des svastikas, des blancs et des noirs. Et donc, on fait tout un circuit sur le dallage de la cathédrale qui est très intéressant avec les formes.
Donc, ce que ça intéresse, là, le nombre de places est un peu limité parce que je suis obligé de louer une salle parce qu'à cette époque-là, il fait très froid. Et donc, on commence dans une salle pas loin de la cathédrale. Et puis après, on va dans la cathédrale faire les circuits. D'accord. Voilà, pour nos prochains rendez-vous. Ok, bah écoute, Michel, Michel. En fait, non, voilà, excuse-moi Gilbert, je veux juste vous informer que mettre fin à la Vibra conférence et de te remercier, qu'il y a un nouvel intervenant qui accepte de faire une Vibra donc le 6 décembre. Il s'appelle Michel et le thème ce sera sur la mise en lumière de vos blocages pour les transformer. Donc c'est vraiment un être d'amour et ce serait très intéressant si vous pouvez le regarder, cet homme-là, parce qu'il est assez particulier. Et je pense que vous allez faire des découvertes aussi. Augmenter là, le magenta. Je vais juste montrer une Voilà. dernière forme. D'accord. Okay. Avant qu'on se quitte. Donc le message est passé pour le 6 décembre. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, donc ça c'est l'œuvre de Marie-Astrid. C'est un icosaèdre qu'on appelle l'icosaèdre augmenté, c'est-à-dire sur chacune des 20 faces de l'icosaèdre, on a rajouté un tétraèdre. Alors c'est très intéressant cette forme parce que c'est l'eau et le feu qui sont associés. Mais si on relie les pointes, eh bien nous retrouvons un dodécaèdre. Et si on relie certaines autres pointes, on retrouve le cube. Voilà, donc une forme assez intéressante aussi. L'icosaèdre augmenté, lui, c'est le chakra supérieur. Bravo Marie-Astrid. Elle n'est pas là, mais elle nous suit. Voilà. Écoute Gilbert, je te remercie du fond du cœur pour toutes ces informations claires et précises parce que tu nous as bien détaillé la géométrie sacrée. Voilà, et il y a beaucoup de... Voilà, elle crée. Il y a beaucoup de données sur Internet et tout, mais là, au moins, c'est extrêmement précis. Donc, et puis, merci à vous de nous avoir suivis. C'est vraiment génial de partager avec vous des soirées comme ça. Donc, je te laisse le mot de la fin, Gilbert. Moi, je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à bientôt dans 3 jours, la prochaine Vibra du 6 décembre. Voilà. Eh bien, je ne peux qu'encourager tous les auditrices et tous les auditeurs à pratiquer avec les formes, en faisant bien attention parce que le travail avec les formes est très puissant, beaucoup plus qu'on ne peut imaginer, encore que les formes s'adaptent à ce qu'on est. Et particulièrement les solides de Platon, où là, on a vraiment une base de géométrie sacrée très importante, très porteuse, guérisseuse, harmonisante, etc. Voilà, ça, je ne peux pas le faire à la place de chacun. D'accord, merci beaucoup. Belle soirée à tous. Bonne soirée et bonne fin d'année.